Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence par la nouvelle numéro 1, c'est le retour de la sélection égyptienne de football qui a participé à la CAN ou la Coupe des Nations africaines de football au Cameroun et a remporté la deuxième place après avoir joué 7 matchs et remporté ou bien éliminé les grands d'Afrique jusqu'à s'opposer au Sénégal en finale après 4 matchs de prolongation de 30 minutes pour chaque match, alors ce qui veut dire que la sélection égyptienne a joué un match de plus de tous des autres finalistes. Et enfin, félicitations pour le Sénégal d'avoir remporté cette coupe et qui a très bien joué, mais aussi beaucoup de félicitations pour l'équipe nationale égyptienne qui a très bien joué. Monsieur Amr Zouhiri, notre invité, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous appréciez ou bien que vous voyez Je vois la performance égyptienne durant la CAN cette année au Cameroun, en dépit de toutes les difficultés qu'il y a été, elle était glorieuse, pertinente, et c'est une défaite au goût d'une victoire, parce que franchement, personne n'attendait un niveau assez avancé dans le développement du jeu d'un match après match. Donc, et il y a eu un mental assez fort qui nous donne une indication de que l'Égypte des pharaons représente un football égyptien, africain, arabe, unique dans le monde et qui mérite d'être plus représenté dans les instances internationales et les compétitions internationales. Malheureusement, l'Afrique, elle est mal décernée au niveau de la participation dans la Coupe du Monde, au niveau du nombre d'équipes. Et après la phase de groupe, on est obligé de jouer des phases de knock-out et de comment on va rejouer après une revanche, espérons, Inch'Allah, que serait face au Sénégal. Et de même, l'Algérie, après une grosse bataille pour la qualification, ils vont affronter le Cameroun. Et la performance égyptienne, elle était magnifique, en plus parce qu'on a eu le plus grand du continent au football. Au football, presque, et toutes les cultures ou les écoles du football africain, ils étaient représentés. Le Maroc comme représentatif du football du Maghreb, du Tunisie et de l'Algérie, qu'on n'a pas affronté, mais on a affronté la Côte d'Ivoire, qui a fait une performance assez surprenante face à l'Algérie. Personne n'attendait cela. Donc on a fait un effort remarquable. Donc cela nous pousse et nous donne une raison de plus de croire à une représentation égyptienne à la Coupe du Monde de 2020. Bon, avec le sifflet de fin de match hier, il y a le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les efforts déployés par l'équipe nationale de football après avoir perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président a apprécié la performance des joueurs lors du tournoi. Il a écrit « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez gagné le respect de tous », a écrit au coup de sifflet final le président sur sa page Facebook. Il a indiqué que les joueurs de l'équipe nationale avaient gagné le respect du monde, ajoutant être confiants de leur habileté à rejoindre la Coupe du Monde. Le président El-Sisi a aussi ajouté que la confiance en la capacité des pharaons est sans limite et que le peuple égyptien attendait davantage d'eux dans l'avenir. Passons à une autre nouvelle, cette fois-ci c'est une visite au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le président Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, hôte chair dans son deuxième pays. Les deux chefs d'État ont assisté aujourd'hui à la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails.
président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh ont assisté lundi à une conférence de presse au cours de laquelle le président a déclaré que son entretien avec le président Guelleh ont été caractérisés par la franchise et la transparence et ont reflété l'étendue de la convergence de vues entre les deux côtés sur de nombreuses questions bilatérales et régionales et des questions d'intérêt commun. Les deux homologues se sont mis d'accord sur l'importance du travail conjoint en vue d'apporter le soutien nécessaire pour accroître les investissements mutuels et la contribution des entreprises égyptiennes aux efforts de développement économique à Djibouti. Ceci s'ajoute au renforcement de la coopération dans les domaines du transport et les vols directs entre le Caire et Djibouti, ainsi que la coopération conjointe dans les domaines de l'éducation et de la santé et la coopération dans la lutte contre l'idéologie extrémiste. Le président Al-Sisi a souligné le souci de l'Égypte à œuvrer à la formation et au renforcement des capacités des cadres dans divers domaines par le biais de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. Les deux homologues ont aussi évoqué l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance et l'accent mis sur la volonté politique de l'Égypte visant à parvenir à un accord juridique contraint sur le remplissage et l'exploitation du barrage dans un délai approprié d'une manière qui renforce la sécurité régionale et la stabilité sur la base des règles du droit international et des décisions du Conseil de sécurité. Ils ont également discuté de la situation régionale dans la Corne de l'Afrique et de la sécurité de la mer Rouge, ainsi que les moyens d'accueillir la COP27. D'autre part, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays. Il s'agit d'un mémorandum d'entente sur la mise en place d'un mécanisme de concertation politique entre le ministère égyptien des Affaires étrangères et le Djibouti. Ont signé le mémorandum le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri et le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssef. Aussi, la ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie Nevin Gamer et le ministre djiboutien Mahmoud Ali Youssef ont signé un mémorandum d'entente pour la mise en place d'une zone logistique à Djibouti. Dans ce contexte, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, et M. Youssef ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'énergie et des ressources renouvelables. Monsieur Amressouri, vous êtes journaliste. Comment évaluez-vous cette visite de la part du président djiboutien? La visite du président djiboutien aujourd'hui pour l'Égypte s'inscrit dans le cadre de la politique dirigée par les deux pays pour un développement global et total dans la région, et dans un cadre plus international et mondial auquel peut participer les grands pays, et notamment par exemple la Chine, qui participe au développement aujourd'hui de l'Afrique et est présente partout, et également le Djibouti et le Caire, et donc l'Égypte et donc le canal de Suez font partie de la mer Rouge, qui va recevoir à la fin de novembre de cette année la COP27, qui est également une démonstration assez importante du statut de la faune et la flore et des mers, et dans la mer Rouge, qui est donc le Djibouti, elle est tout au sud, et l'Égypte tout au nord, maintient non uniquement un passage très important pour le transport maritime mondial, mais une ressource très importante pour le tourisme et le développement pour l'ensemble du continent et de la région. Donc, ainsi, les projets de l'électricité ou de barrages ou d'irrigation ou amélioration de système et la ville, le vécu des habitants dans l'ensemble du continent, et donc est une priorité pour l'ensemble des dirigeants des pays africains, dont le président El-Sisi
comme partenaire stratégique, comme le choix égyptien a été fait récemment depuis quelques années de la Chine dans le développement. Et à ce niveau, donc la coopération qui est déjà millénaire du fait de la continuité dans les côtes et dans le bassin maritime se développe et se confirme entre l'Égypte et le Djibouti, malgré les faibles coopérations, mais elles sont en route avec des énormes augmentations par rapport aux années précédentes. Donc c'est en développement sur beaucoup de niveaux. Très bien, on va passer à un autre sujet, c'est concernant le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a regagné le Caire en provenance de la capitale éthiopienne Addis Abeba pour représenter l'Égypte aux réunions du 35e sommet de l'Union africaine les 5 et 6 février. Le sommet a évoqué les différents sujets de la conjoncture du continent africain, dont la paix et la sécurité, en plus des conséquences de la pandémie du coronavirus, le changement climatique et également la complémentarité économique et l'inclusion continentale. Salih Ahmed et Yarouchoucha. Après 2 années de réunions virtuelles en raison de la crise du Covid et de la guerre au Tigré, Addis Abeba accueille les 5 et 6 février le sommet de l'Union africaine. Il y a à peine 3 mois, les étrangers fuyaient la capitale éthiopienne, leurs ambassades craignant que les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré fondent sur Addis Abeba. Mais cette semaine, les délégations de toute l'Afrique y affluent pour le sommet de l'Union africaine. L'accueil du sommet peut certainement être considéré comme une victoire politique de l'Éthiopie, estime un analyste au Centre de réflexion international Crisis Group, qui rappelle que le gouvernement a fait énormément pression pour que ce sommet ait lieu physiquement et non en visioconférence, afin de donner un sentiment de normalisation. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, représente l'Égypte aux réunions de ce sommet. L'Égypte n'épargne aucun effort pour travailler avec les pays africains afin de surmonter les défis auxquels ils sont confrontés et atteindre les objectifs et les aspirations des peuples du continent à un avenir meilleur, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors des réunions du premier jour du 35e sommet de cette Union africaine. Au cours de cette réunion, M. Shoukry a passé en revue la vision égyptienne des questions de paix et de sécurité. En marge de sa participation, M. Shoukry a eu des rencontres avec son homologue malgache Patrick Rajwolina, son homologue somalien Abdi Saïd Muz Ali, du Premier ministre palestinien Mohamed Shtayer et d'autres homologues africains pour examiner la coopération ainsi que le renforcement des relations bilatérales et échanger les visions autour des questions d'intérêt commun. M. Shoukry a déclaré que l'Égypte cherchera, durant son prochain accueil au nom de l'Afrique, de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 qui se tiendra en novembre 2022 à relever les aspirations du continent à faire face aux effets connexes. Il a affirmé la position de l'Égypte soutenant la cause palestinienne et l'importance de créer une atmosphère propice pour raviver le processus des négociations et pour établir l'État palestinien indépendant. Cher Zoheri, c'est la première fois depuis l'apparition du coronavirus dans le monde que les responsables africains se rencontrent en physique, eux-mêmes, pas en visioconférence. Déjà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie déjà que ça donne plus de confiance dans le monde entier, dans l'ensemble des continents du monde, que c'est possible de restreindre les mesures de sécurité contre la Covid, mais en même temps, tout en gardant les précautions nécessaires avec grande efficacité.
Donc en se vaccinant, en se protégeant, par prendre les distances nécessaires, etc. Donc, et ça, c'est un exemple de plus et une démonstration que l'Afrique, elle est unie. Elle est unie plus que les autres, que le peuple africain maintient une grande unité qu'il espère bien sûr de montrer dans les résultats finaux des négociations multilatérales et continentales, mais cela va être un projet pour l'Afrique du XXIe siècle parce que la chance africaine de reprendre une place mondiale assez importante, elle se présente, oui, et on espère que les pays africains seront à la hauteur de l'exploiter pour le bien de leur peuple. Donc, il faut faire des efforts avec une conviction de laisser de côté tous les conflits qui refont les mêmes erreurs du passé. Donc, et reprendre un cycle vicieux sans prendre le choix de développement pour un cercle vertueux qui, avec la question prioritaire du développement de l'environnement aujourd'hui et du développement du continent est possible. Donc les deux, ils peuvent être une seule question et une seule cause qui peut être la démonstration physique du potentiel du peuple africain à changer l'avenir inscrit par l'industrialisation passée des siècles passés et en cours. On a discuté quand même de la tenue de la COP 26 ici en Égypte, à Sharm el-Sheikh. 27, pardon. Bientôt, dans quelques mois. En novembre prochain, oui, voilà. Comment on peut jouer un rôle vraiment efficace pour faire face au changement climatique dans le continent africain? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on fait là le nécessaire. En novembre donc de cette année, on fait ce qu'on peut un pays hôte faire. Donc, c'est d'accueillir donc la conférence avec beaucoup de liberté et d'efficacité, donc avec sans restriction des attentes des représentations des ONG et des représentations de tous les sensibilités qui œuvrent pour améliorer la situation et sauver l'environnement aujourd'hui, la planète, sans les efforts des ONG qui militent depuis des années dans des zones très un peu comme le pôle Nord, le pôle Sud, etc. Donc également les océans et autour des peuples indigènes dans le monde entier, notamment Donc ce serait une invitation ouverte et une responsabilisation de plus pour les pays industriels de voir sur la faune et la flore le produit des siècles d'industrialisation. Et une incitation forte dans le bassin de la mer Rouge de constater les dégâts de ce qui a été de transport maritime dans le passé pour ne plus reprendre les fautes du passé et reconduire la planète vers un développement durable et juste par rapport aux ceux qui ont été exploités dans le passé et qui ont payé le prix par l'appauvrissement de leurs richesses, et notamment minières ou de toutes les ressources naturelles, doivent être récompensés pour maintenir leurs efforts
à corriger les erreurs passées de générations passées de l'humanité. Très bien. Bon, je passe à notre dernier sujet. Le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné samedi soir le Caire au terme d'une visite en Chine, au cours de laquelle il a participé à la cérémonie d'ouverture des 24e Jeux olympiques d'hiver dans la capitale chinoise, Pékin. En marge de sa visite en Chine, le président a tenu une série d'entretiens avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Salih Hamdi Yarashoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a participé à la cérémonie d'ouverture des 24e Jeux olympiques d'hiver dans la capitale chinoise Pékin, aux côtés du président chinois Xi Jinping, du président du comité international olympique Thomas Bach et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le président chinois s'est félicité de la visite du président al-Sisi à Pékin, qui contribuera à renforcer les relations bilatérales distinguées entre les deux pays, notamment en matière de coopération conjointe au développement, louant à cet égard l'évolution du partenariat stratégique global entre les deux pays à tous les niveaux, surtout dans les domaines économiques et commerciaux, outre le renforcement de la communication et de la concertation politique entre les deux pays sur les questions régionales et internationales. Le président chinois a également souligné que son pays attache une importance particulière à ses relations avec l'Égypte, compte tenu du rôle central de l'Égypte dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. Dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays amis, le président al-Sisi a pour sa part affirmé la volonté de l'Égypte de s'appuyer sur l'élan résultant des réunions régulières tenues entre de hauts responsables égyptiens et chinois dans le but d'atteindre une coopération bilatérale plus large dans les domaines développementaux, économiques et commerciaux, visant à attirer plus d'investissements chinois en Égypte dans divers secteurs, compte tenu de la bonne réputation dont jouissent les entreprises chinoises en Égypte. La réunion entre les présidents al-Sisi et Xi Jinping a également abordé le renforcement de la coopération bilatérale dans un certain nombre de domaines, y compris les activités de recherche scientifique et de transfert de technologies liées aux industries pharmaceutiques, la fabrication des vaccins contre la Covid-19 et les technologies industrielles, en plus de renforcer la coopération dans les domaines de communication, de la technologie, de l'information et des voitures électriques. Ils ont également discuté des moyens de renforcer les échanges commerciaux et ont convenu de l'importance du rôle joué par la zone économique du canal de Suez dans la promotion de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, qui contribue à utiliser la position stratégique importante de l'axe du canal de Suez pour qu'il soit un centre logistique et économique mondial. Voilà la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en Chine. Il faut rappeler qu'il y a eu une sorte de boycott de la part de quelques pays occidentaux pour ces Jeux olympiques de Pékin, sous prétexte que Pékin ne respecte pas les droits de l'homme. Et là... Et pas que. Il y a beaucoup de sujets qui sont conflictuels. Oui, bien sûr, mais en même temps, ça c'est le grand titre. Alors, et là, la présence du chef de l'État égyptien, malgré ce boycott. Que signifie vis-à-vis des relations égypto-chinoises? Déjà, de notre côté également, la cérémonie de la Jeux olympiques d'hiver de cette année de Pékin, elle est très importante pour la Chine. D'un côté, pour se confirmer en étant un pays de sport d'hiver, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est une confirmation de la possibilité de le faire. Et d'un autre côté, ça donne plus de confiance, comme à l'instar de ce qu'on a dit actuellement sur le sommet du chef de l'Union africaine. Donc c'est dans le même sens qu'ils ont. Et de plus, les Chinois, ils appliquent une politique ou ils visent une politique de zéro Covid, donc ils sont sans merci avec. Donc maintenir de début à la fin les Jeux olympiques d'hiver pour Pékin, c'est une grande réussite. Et avec le long
relations avec l'Égypte et la Chine, la présence du président Al-Sisi, elle était très importante pour relations amicales sino-égyptiennes. C'est un signe de soutien de l'Égypte envers la Chine d'un côté, et parce que c'est un autre message d'un autre côté, c'est laissant la politique de côté et le sport d'un autre côté. Mais les sujets conflictuels, donc il y en a plusieurs. Et pas que, mais si à chaque fois on cherche des prétextes sans résoudre ce prétexte en fin de compte, mais c'est juste un prétexte pour évoquer une déstabilisation d'un système ou d'un régime ou d'une réussite ou d'une autre logique de lecture du monde, c'est pas fructueux, ça n'a pas de sens. L'essentiel, c'est de partager, de trouver une solution. Ce qui veut résoudre, c'est ne pas désigner le problème, mais de mentionner les solutions, de travailler pour pousser la Chine à plus d'ouverture et d'être à une... qu'elle réponde à ce qui est acceptable selon sa culture, sa propre culture, aux accusations occidentales, surtout les dossiers en contentieux. Là, vous venez de mentionner que, à l'occasion de la COP27 qui se tiendra... Et d'un autre côté, comme on venait de dire entre nous, la Chine, pour se confirmer comme un pays du sport d'hiver, elle a produit une grande quantité de neige artificielle pour honorer dans la compétition. Et c'est une autre démonstration de la technologie chinoise. Est-ce que cela nuit gravement d'une manière inacceptable pour l'environnement, ou c'est quelque chose qui, au contraire, qui pourrait être utile et qui pourrait donner d'autres dimensions pour des zones différentes dans le cadre de ce dérèglement climatique? On ne sait plus comment va être le monde de demain. Donc il faut pousser l'ensemble de l'humanité de prendre une décision ferme que penser à l'avenir de l'humanité entière, des prochaines générations, pour donner un monde qui ne va pas imploser, mais qui va exploser par la joie, le bonheur, le développement, la prospérité, l'amitié entre les peuples, qui est au départ le message principal du sport, qui devrait être accentué. Et en faisant cela, on additionne toutes nos diversités dans le monde entier, et on va bâtir un 21e siècle qui serait à l'instar de l'homme en tant que créature dotée de logique, de cerveau, de résolution, de libre arbitre, etc. La Chine, durant ces Jeux olympiques, a donné l'exemple de faire des pistes. Toutes les pistes des Jeux ou bien des concours ont utilisé, ou bien les Chinois ont utilisé l'électricité verte. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vraiment ça inspire les autres? Oui, c'est un peu quelque chose... c'est un pas hors comment dire, pas de la boîte, si on reprend l'expression américaine. C'est comment résoudre les problèmes de l'humanité, c'est toujours de prendre des sauts en avant pour... cette production, par exemple, pour les pistes de neige artificielle, par l'énergie verte, et donc est véridique d'abord, et c'est plausible, et ça fonctionne, et c'est l'énergie qui va être utilisée, elle est déjà verte. C'est en cours
d'expérience. Donc cette expérience chinoise aujourd'hui, pendant ces Jeux Olympiques, c'est une expérience qui reste à avoir son efficacité. Mais ça n'empêche en rien que c'est un pas très important, comme tous les efforts et l'investissement fait dans la voiture électrique, par exemple, dans les batteries électriques, de résoudre les problèmes de demain et sur le lendemain, etc., de penser jour après jour. Ce qui est je dirais, donne les Chinois, nos amis chinois, un avantage assez remarquable dans leur conception de leur régime politique, au système politique, c'est qu'il reprend ce que nous avions avant en Égypte, l'idée des plans de 5 années, et qui est suivi et qui continue donc, et qui fait des projets assez visibles. Donc, dans, par exemple, la route et la ceinture et la route, etc. Donc, il y a comment dire, une assurance ou des instances qui travaillent que ce qui était décidé pour le bien de la population et des gens en cours, et ce qui va être fait après va être planifié pour éviter le problème de ce qu'ont eu eux-mêmes après l'application de la politique d'enfant unique. Parce que ça a résolu le problème de l'ensemble de la population en général. Donc il a maintenu un taux assez acceptable, oui, mais ça, après, aujourd'hui, ils vont, ou dans quelques années, avec le phénomène de vieillissement de la population, et donc, aujourd'hui, donc, ils ont changé cette politique. Ils incitent les populations chinoises à avoir plus d'enfants. Donc c'est pas quelque chose de doctrinal ou de dogmatique, mais il y a une flexibilité pour le bien des populations. Et ce qui doit être généralisé et bien démontré et montré par les régimes chinois s'ils veulent gagner la crédibilité. Si je parle des relations entre égypto-chinoises maintenant, on commence par exemple par, vous venez de mentionner la ceinture et la route. Alors, comme un exemple très fort, c'est le canal de Suez qui fait partie de ce grand projet. Alors, comment le canal de Suez pourrait contribuer à la ceinture et la route? Parce que l'idée de ce qui est magnifique dans l'idée de la ceinture et la route, qu'il reprend à une route millénaire qui a déjà route de transport donc commercial, oui. Et les caravanes et les donc dans l'ancienneté, les temps anciens, jadis y allaient par les moyens de l'époque, donc les montures comme les chevaux et les chameaux, etc. Donc ou autres. Donc il y a des moyens de transport. Donc c'est une route millénaire qui a été reprise pendant des siècles et qui va être renouvelée et reconfirmée comme une route principale qui facilitera une fluidité de la marchandise et des biens avec ce qu'on souhaite tous, avoir le minimum de déchets qui nuit à l'environnement ou à ce qui est vert, pour maintenir une planète qui peut survivre un siècle et deux, et trois, etc. Si je reprends la coopération, bien il y a un partenariat stratégique entre les deux pays, en vertu duquel il y a une grande zone industrielle chinoise au bord du canal de Suez, pas loin du canal de Suez, à Ain Sokhna, qui s'appelle Teda. Alors comment cette zone, qui abrite une centaine d'usines chinoises installées ici en Égypte, comment ça réalise le partenariat entre l'Égypte et la Chine?
Oui, c'est une démonstration de tout, c'est parce que c'est un projet global. Ce que vous évoquez là, c'est une partie de ce projet, ou un exemple. C'est un projet précis qui fait une démonstration ou qui met la lumière sur une logique politique qui est appliquée par la Chine déjà en Afrique de développement, d'un côté, et parce que la route de la soie, c'est pas uniquement urbaine, c'est maritime également. Donc, la route, c'est maritime, il y a et les la deux. ceinture, c'est routier. Oui, exactement. Donc, il y a la ceinture et la route. Donc, il y a le passage maritime ancien depuis l'Antiquité, et la route également qui traverse toutes les montagnes de l'Europe, etc., qui est jusqu'à arriver au centre de l'Europe, au centre de la France et à Lyon, etc. Et l'Italie, etc. Oui, exactement, jusqu'à Amsterdam, etc. Il y a des coopérations. Donc c'est juste l'idée que jusqu'à ça arrive au centre de l'Europe, ça peut être divulgué. Et ça a été dans les deux sens, bien sûr. Parce que au cours de la pandémie du coronavirus, il y a la Chine. Au début, l'Égypte qui a beaucoup aidé. Et la Chine, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, est-ce qu'il a maintenu cette route de commerce, est-ce qu'il a maintenu cette singularité tripartite entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, ce lien indéfectible était créé, notamment également grâce à cette route. Donc oui. Et à propos de, par exemple, oui, allez-y. Non, allez-y. Non, mais parce que vous parlez là, vous avez posé votre question sur le Covid. Alors, non, je parle cette fois-ci du transfert de technologie. Ouais. Et la coopération entre les deux pays dans ce... Il y a par exemple ici en Égypte l'université chinoise. Alors, l'université chinoise qui éduque Oui, et ça pourrait être un atout dans le transfert de technologie. Et les Chinois, par rapport à nos relations avec eux, nous sommes des peuples millénaires et qui n'ont pas cette difficulté à transfert de biens pour aider les autres. Donc, s'entraider pour réussir tous ensemble. Et d'un autre côté, l'Afrique, dans le cadre de l'Union africaine et de la coopération avec la Chine, le vaccin chinois, il est pas mal et très bien, et ça, en moment de lacune de manque de ce vaccin en Afrique, donc la solution chinoise pour offrir cette vaccination à la population, elle est importante. Et pour aider à aider à l'industrialisation de ces produits, donc de ces vaccins, et avec des partenariats avec des groupes pharmaceutiques de l'Égypte ou de plusieurs pays africains qui ont une longue histoire avec la pharmaceutique, qui peuvent fabriquer avec l'accord de fabricants chinois ou européens ou américains les produits et les transmettre après pour l'Afrique avec moins de coûts de transport. Mais il restera également la question de contrôle de qualité, etc. Et l'Égypte, par exemple, il y a de grandes compagnies avec une longue histoire qui ont des qualités de produits pharmaceutiques. Monsieur Armazureli, vous êtes journaliste, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Chers téléspectateurs, on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée, au revoir.